au départ, le projet, il était dans une échelle assez locale et surtout avec des gens engagés et avec l'envie de faire bouger les lignes sur le sujet du réemploi à un moment où clairement c'était pas la tendance et c'était pas la mode du tout de parler du réemploi du verre. Et en fait, il me dit, quand tu mets par écrit, quand tu poses les choses noir sur blanc, ça aide déjà à les décanter et à orienter un petit peu des premiers éléments d'orientation qui seraient les bonnes. Donc cette étape, elle rajoute un peu de délai, mais vu que maintenant les décisions, elles peuvent avoir des impacts un peu plus forts. Au contraire, elles aident, je pense, à renforcer cette prise de décision. On a un outil industriel à un moment du marché assez charnière. Donc, on a pris un pari qui était de se dire pour que le réemploi redevienne quelque chose dans le quotidien des Français, il faut qu'on sécurise et qu'on rassure les industriels pour qu'ils puissent s'équiper qui passent à des emballages réemployables. Et ça passe par un outil industriel qui les rassure sur le niveau de qualité qu'on peut produire. Et donc, ça, c'est forcément un outil industriel capacitaire et relativement cher. Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast où je plonge au cœur des décisions qui façonnent nos vies professionnelles. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à cet instant où tout peut basculer ? Cette fraction de seconde où un simple choix pourrait non seulement redessiner vos vies professionnelles, mais aussi vous aider à mieux travailler, créer, avancer avec efficacité. Moi, oui. Et c'est exactement ce que je propose d'explorer ici. Dans chaque épisode, avec des invités, entrepreneurs, artistes, penseurs, j'essaye de lever le voile sur les mystères de nos choix. Pourquoi prenons-nous certaines décisions et pas d'autres ? Comment ces décisions influencent-elles notre capacité à gérer le temps et nos priorités ? Et surtout, comment pouvons-nous les utiliser pour booster notre productivité et avancer vers nos objectifs ? Avec mes invités, je décrypte non seulement leur motivation profonde, mais aussi leur stratégie concrète pour faire des choix. Mon objectif ? Vous aider à réfléchir différemment et à trouver vos propres clés pour une meilleure prise de décision. Alors, prêt à plonger avec moi dans cette incroyable aventure ? Ça enregistre. Tu t'es déjà prêté à l'exercice du podcast ou de... Non, c'est une première. C'est la première fois. Bon, content d'être ta première fois en tout cas. Ça fait longtemps que vous êtes au village Baïséa ? On est arrivé en 2023. En septembre 2023. D'accord. Juste avant d'avoir les locaux, l'usine, etc. Et donc, quand je dis 2023, c'est peut-être 2022, si ça passe vite. Septembre 2022, excuse-moi. Okay. Septembre 2022. D'accord. Oui, donc avant la levée de fonds, vous deviez être en... C'était assez concomitant, ouais. C'est arrivé... Avant, on était dans un autre incubateur de la place nantaise qui s'appelle Nova Pulse. Okay. Et qui a aussi une antenne à Rennes. Et donc là, on a beaucoup travaillé, c'est à ce moment-là, moi, que j'ai rejoint le projet, et c'est dans cet incubateur qu'on a travaillé sur la structuration du plan de financement et de la levée de fonds. Et puis quand on est parti de cet incubateur, on recherchait un lieu pour pouvoir accueillir l'équipe, qui reste dans une dynamique et dans un écosystème avec, un peu start-up avec en fait, les projets, c'est bien d'être bien entouré, et donc là, le village Baïséa, c'est assez chouette. On continue d'avoir un accompagnement. C'est vrai que là, on en reparlera, je pense. C'est notamment un des sujets de l'accompagnement et d'entreprise. Et moi, je trouve que c'est un sujet très important et qui est souvent un peu sous-estimé. Mais on en parlera. Mais peut-être que je peux te présenter pour commencer ce podcast. C'est de te présenter. Qui es-tu, Yann, et qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je m'appelle Yann Priou, j'ai bientôt 40 ans dans quelques jours. Je suis directeur général de la société Bout à Bout.
Bout à bout, c'est un projet, c'est une entreprise qui vise à remettre en place la consigne et le réemploi des contenants en verre, des bouteilles et des pots, avec différentes opérations. On accompagne des producteurs, des metteurs en marché dans la transition vers le réemploi. On développe un réseau de collecte et puis on opère la filière avec la collecte, le tri des contenants et puis leur lavage. On a investi dans une usine et on opère une usine très capacitaire à côté de Nantes. Donc, voilà. Super. Avant qu'on commence un peu à parler de ton parcours, puis de bout à bout, j'aime bien poser cette question, c'est comment tu te définis professionnellement? C'est une question qui est pas simple. J'ai un moteur assez puissant sur l'impact et les enjeux qui font face à nous sur les dérèglements climatiques et le besoin de trouver une autre trajectoire pour voilà. Et donc en fait, ça a pas mal guidé mes choix de carrière et de projets d'implication professionnelle. Ok. Ça, c'est un premier élément de réponse. Et puis la deuxième chose, c'est que je suis quelqu'un qui est assez fonceur. Enfin, en tout cas, j'aime faire avancer les choses. Je suis quelqu'un qui aime mettre les mains dans le moteur et faire et construire, être un des acteurs de la construction et du changement. Donc, je suis assez volontaire et impliqué. Je pense que c'est des mots qui peuvent me caractériser dans le travail. Ok. Mais ça se ressent un peu. J'ai regardé, hein, je ne le cache pas, avant d'échanger, j'ai regardé un peu ton parcours, notamment sur LinkedIn, et ça se ressent quand même ce que comment tu te présentes, parce que et tu me corriges bien sûr, hein, je peux toujours me tromper, mais tu as été ingénieur chez Air Liquide, après tu es passé chez Suez, Nextalim, sur différents pôles et différents statuts fonctions, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais notamment pas mal dans l'innovation, dans des choses comme ça. C'est quelque chose qui, toi, t'a toujours attiré? Ouais, en fait, je suis ingénieur agro de formation et pendant mes études, j'étais beaucoup attiré par les sujets du développement durable, du commerce équitable, des liens sud-nord, etc. Donc j'ai fait des stages dans ce domaine-là. Et en fait, à la fin de mon parcours de formation, j'avais jamais vraiment travaillé en usine agro. Et donc du coup, j'ai cherché une mission qui était beaucoup plus en lien avec la formation que j'avais passée. C'est dans ce cadre-là que j'ai rejoint Air Liquide, une super école, et j'ai très orienté sur l'innovation, très orienté sur les nouvelles technologies, des nouvelles choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu découvert le monde des brevets, des innovations, des nouvelles choses. Et donc c'était passionnant. Et en fait, ça a peut-être nourri un petit peu cette envie ou cette notion de l'innovation qui jalonne un peu mon parcours. Après, l'innovation a moins... C'est pas une recherche d'innovation que je vais avoir, c'est plutôt l'impact et comment est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, qu'on doit faire pour faire évoluer la société, faire évoluer les choses. Souvent, l'innovation est une composante, et donc sortir de la boîte, essayer d'apporter les nouvelles idées, c'est clair que c'est un bon levier. Mais là, si je prends l'exemple de bout à bout, certes, on a beaucoup de composantes nouvelles, on développe des nouvelles technologies, on développe des nouveaux systèmes pour relancer le réemploi. Mais le principe de base, qui est de collecter des bouteilles, de les laver et de les remettre en circulation, il est assez simple en fait. C'est du bon sens. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir une certaine forme de pragmatisme et quelque chose d'assez terrain. C'est vrai qu'après, dans mon parcours, j'ai eu plusieurs expériences assez en lien avec l'innovation. Même quand j'étais chez Suez, c'était
c'était une composante importante de mon travail, de travailler sur les nouvelles filières, les nouvelles voies de valorisation des déchets ou des matières. C'est dans ce cadre-là, après, que j'ai rejoint un projet d'élevage d'insectes. Alors c'est sûr que ça peut être... Enfin, c'est innovant, c'est assez... Pas commun encore aujourd'hui. C'était assez nouveau. C'est 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 certain. C'est quelque chose qui est hyper plaisant en fait, de défricher, d'être sur des nouveaux territoires et d'essayer de quelque part d'amener les différents acteurs, les différentes parties prenantes autour d'un projet, d'une ambition nouvelle, d'un projet. Ça c'est assez chouette. Voilà. Ok. Et c'est vrai que tu disais, quand tu parlais de bout à bout et du fait qu'il y a des innovations, des choses comme ça, on y reviendra très certainement dans le podcast, mais c'est quelque chose, moi, qui m'interpelle, en fait, alors aussi bien pour votre activité, mais pour pas mal d'activités qui sont un peu dans la même dynamique, de se dire, c'est comment on innove sur des choses qui sont établies depuis quand même longtemps, en fait. Tu parlais de la bouteille de lait qu'on reprenait, à l'époque, on reprenait, qui était lavée, qui était réutilisée. Oui. Bon, ça se faisait d'une certaine manière. Aujourd'hui, c'est d'autres échelles qu'on va aborder parce que aujourd'hui, vous traitez sûrement beaucoup plus que ce qui se faisait à l'époque pour quand on était commerçant, des choses comme ça, et dans d'autres normes. Mais c'est là, moi, c'est ça qui m'interpelle et je trouve très intéressant, c'est comment on innove dans un métier qui était dans un métier ou dans un usage qui était fait depuis très longtemps, quoi. Ce que, petit pas de côté, ce que j'ai appris notamment chez Air Liquide, c'est qu'en fait l'innovation n'est pas forcément liée à un domaine, à un marché. Enfin, il y a des grosses multinationales françaises qui sont dans l'agroalimentaire sur des marchés hyper segmentés, hyper spécifiques, et qui ont pour autant une approche innovante et une capacité à innover, à se réinventer régulièrement, et ce, quelque part, sur des marchés qui sont extrêmement matures et extrêmement installés. Donc je pense que la démarche d'innovation, elle n'est pas forcément liée à quelque chose qui renverse la table et qui casse tout. Sur le sujet du réemploi des contenants en verre, on a un principe de base qui est oui, aujourd'hui, on a développé une filière en France qui est principalement autour du recyclage du verre. On a des très bons taux de recyclage. Le matériau verre est un super matériau. Son recyclage est intéressant. Il consomme beaucoup d'énergie. Et donc, le fait de proposer un retour vers le réemploi et le lavage des contenants en verre, c'est une réponse aux enjeux des changements climatiques, de comment on réduit nos consommations d'énergie, notre dépendance à du sourcing externe de contenants, et puis comment on arrive avec le verre à remplacer progressivement d'autres matériaux, parce que, encore une fois, le verre, c'est un super matériau, mieux que le plastique ou d'autres choses comme ça, mais il a un impact carbone qui est assez fort, et donc le réemploi répond bien à ça. Quand on travaille sur le réemploi, effectivement, ça existait il y a 50 ans, c'était la norme, c'est encore la norme dans plein d'endroits dans le monde, hein. On peut penser à l'Allemagne, mais on peut aussi penser en Amérique du Sud, en Afrique. Les contenants en verre sont usuellement réemployés. Et donc, en quoi l'innovation va servir quand on développe la filière en France? En fait, on a complètement déconstruit ou arrêté un certain nombre de boucles et d'habitudes. Et donc, quand on pense à réinstaller le geste de retour des contenants pour les consommateurs, il faut penser à quelque chose qui est extrêmement pratique et extrêmement facile. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on commence à essayer de chercher des idées nouvelles, des solutions pour apporter un maximum de simplicité dans le geste retour, à la fois pour les consommateurs, mais aussi pour les différents maillons de la chaîne. Je pense aux producteurs, les brasseurs, les fabricants de jus, de vin, de bière, de lait, de compote, que sais-je. Eux aussi, en fait, ont des outils industriels qui ont été vraiment orientés vers des emballages à usage unique.
Et donc, en fait, nous, notre rôle pour faire en sorte que rapidement le marché puisse adopter le réemploi et en faire une application assez simple et du quotidien, eh bien, en fait, il faut qu'on leur apporte des éléments de réponse et de rassurance sur différents aspects. Et donc, l'innovation, elle se cache dans des outils de collecte qui nous permettent de densifier, de transporter plus de contenants dans un même espace. On parle beaucoup du lavage. Alors, on a innové sur des solutions de lavage, même s'il y a pas mal de choses existantes. Il y a ce qu'on va apporter comme brique, nous, supplémentaire, c'est vraiment de la sécurité alimentaire, du contrôle des machines qui vont garantir que les contenants sont vraiment conformes et aptes à être réutilisés encore et encore. Et après, on a beaucoup travaillé sur des sujets d'innovation, sur le tri, la séparation des contenants, parce que dans la filière qu'on développe avec les différentes parties prenantes, l'ensemble des flux sont mélangés. Quand ils nous arrivent, il y a des pots, des bouteilles, des petites, des grandes, des moyennes, Et en fait, pour pouvoir derrière les remettre en circulation, il faut d'abord les trier dans une logique qui est la plus optimisée possible. Donc l'innovation à plusieurs endroits, en fait. Ouais, Et c'est justement ça qui est très intéressant, et d'autant plus que je suppose, et c'est une vision un peu, je veux dire, bête de ma part, hein, mais je suppose que en plus vous connaissez pas les challenges qui vont arriver, ou si peut-être certains, mais pas tous. On essaye d'en anticiper, mais non. Enfin oui, bien malin qui sait ce que les choses donneront dans 5 ou 10 ans. Après, c'est un des challenges quand même dans le fait de pouvoir entreprendre et de développer une activité, c'est d'essayer de réfléchir, de préparer, d'anticiper un certain nombre d'évolutions qui pourront advenir en se disant le réemploi est une bonne solution pour l'emballage et le conditionnement et des denrées alimentaires. Super. À partir de là, dans un monde où le réemploi est la norme, c'est quoi les challenges, c'est quoi les défis qu'on doit bien appréhender pour pouvoir faire en sorte que ça marche bien et que ça soit fluide. Et donc, comment on arrive à travailler en anticipation sur ces sujets-là, sans être trop tôt, parce que trop anticiper le marché, quelque part, on brûle du gaz sur des sujets qui vont pas avoir d'impact tout de suite. Donc, pour une petite structure, il faut bien choisir nos sujets. Et en même temps, pas non plus trop laisser ces sujets de côté, parce que c'est aussi d'avoir le coup d'avance, ou du moins de rester force de proposition pour les parties prenantes et apporter des solutions qui répondent aux attentes qui anticipent presque un peu des fois les attentes du marché. Et comment vous faites, vous, au sein de Bout à Boule, c'est un peu cette... quelle est votre approche? Je vais plutôt parler d'approche. Quelle est votre approche justement pour ce curseur un peu? Tu me disais pas brûler trop de gaz sur des projets qui vont être peut-être pas aboutis à temps, et répondre aux besoins. Comment vous approchez un peu, et on s'approche déjà un peu de la prise de décision, mais pareil, ce sera un sujet qu'on abordera. Comment vous approchez ça? Quels sont un peu vos indicateurs, quelle est votre appréciation en fait? Pour te répondre sur ça, il faut que je prenne un pas de recul. Donc, le réemploi aujourd'hui, il est régi par un contexte législatif qui est la loi AGEC en France, qui indique que d'ici à 2027, 10% de tous les produits conditionnés dans les gammes alimentaires à minima doivent être dans des emballages conditionnés dans des emballages réutilisés. Donc c'est un contexte législatif qui est installé et qui est un driver parce qu'il y a un intérêt économique, écologique à avancer là-dessus. À côté de ça, il y a des éco-organismes qui sont aujourd'hui en charge des filières de recyclage, qui aident au financement des filières de recyclage, donc la poubelle jaune, la poubelle noire, la collecte dans les villes, etc. Elle est assurée par elle est assurée par les collectivités, mais financée par le système d'éco-contribution et le financement des éco-organismes. Donc ça, c'est un peu le schéma actuel. Et les éco-organismes ont pour mission de développer des boucles de réemploi
Et donc là, en ce moment, on est dans un moment de marché assez particulier où l'histoire de Bout à Bout, elle s'est plutôt construite en pionnière. Bout à Bout est vraiment un des projets pionniers du retour de la consigne et du réemploi en France. Et là, en ce moment, on vit vraiment une accélération. Quelque part, ce qu'on prévoyait il y a quelques années est en train d'arriver, est en train de se matérialiser sur un changement d'échelle dans l'Ouest. Et donc, en fait, nos prises de décision, elles sont aujourd'hui très liées à ce contexte-là. C'est-à-dire que Ok. il y a ce que nous, on imagine et comment on voit les choses, mais de plus en plus, on construit aussi on développe notre stratégie dans ce contexte et dans cet écosystème. Après, si la question derrière, c'est comment est-ce qu'on choisit entre des projets très innovants ou des sujets plus opérationnels et plus business court terme, euh, euh, quelque part, le business court terme, le fait d'avoir des revenus et une rentabilité à court terme est quand même essentiel, hein. Enfin, la viabilité de mon entreprise passe par le fait d'avoir un équilibre économique qui fonctionne. Euh, et après, on a la chance d'avoir aussi dans l'écosystème français et en particulier celui des vieux emplois, des outils de financement de l'innovation. Je pense à BPI qui accompagne des sujets innovants. On a aussi été accompagné par France Relance. Enfin, bref, il y a des outils qui aident à financer ces projets innovants qui seraient un peu lourds à porter pour notre structure actuelle juste sur nos fonds propres et qu'on arrive à cofinancer avec soit du pouvoir public ou soit les éco-organismes aussi ou même avec des industriels où on cofinance des innovations. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, même si tu l'as déjà un peu évoqué en parlant de l'usine, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sur du service, vous êtes sur de l'échelle industrielle Tout à fait. qui a un certain coût. Oui, tout à fait. L'histoire de Bout à Bout, en quelques mots, c'est le projet a été fondé en 2016 par Célie Couchet, qui est aujourd'hui présidente de la structure, euh, sur une base associative. Vraiment dans un principe euh, de mise en place d'un dispositif de réemploi de contenants en verre à une échelle locale avec des citoyens engagés qui ont envie de faire bouger les lignes. Le projet a plutôt bien marché, tant et si bien que en 2021, le réseau qui était opéré par Bout à Bout et qu'il n'y avait pas d'outil industriel, pour changer d'échelle, avait besoin d'un outil, de machine qui soit au niveau de performance et puis de cadence qui répondent aux exigences des industriels de l'agroalimentaire et quelque part des enjeux de santé, des consommateurs, etc. Et donc, c'est à ce moment-là, moi, que j'ai rejoint le projet, au moment de la transition de l'association vers l'entreprise, pour porter une transition vers un passage à l'échelle industrielle. Donc oui, effectivement, en, en 2023, nous avons inauguré une grosse usine à côté de Nantes, donc qui est une usine qui peut laver 50 millions de contenants par an. Donc c'est une grosse usine qui est vraiment qui a été pensée et qui fonctionne sur les principes le plus poussé de l'industrie agroalimentaire. On a une zone blanche, on a des machines de contrôle des contenants, etc. Et on assure vraiment des niveaux de cadence qui sont importants pour répondre à ce marché. Alors, je dis que c'est une grosse usine. Faut aussi être très clair. Aujourd'hui, des lavages de bouteilles à très grande échelle, des grands noms de la boisson soft gazeux sucré vont avoir des lignes qui sont beaucoup plus capacitaires que les nôtres. Mais nous, ce qu'on apporte, c'est un outil mutualisé au service de tout l'écosystème, que ce soit des fabricants de compotes, de légumes apertisés, de lait, de vin, de bière, etc. Et ça, c'est assez unique en France. Et on a l'usine la plus capacitaire, oui. Oui, parce que c'est justement le point que je voulais souligner, c'est que, alors, outre d'autres industriels qui ont peut-être des lignes dédiées sur leurs produits, mais c'est dédié sur leurs produits, vous avez l'usine la plus importante sur je vais appeler ça du multiproduit ou du mutualisé, effectivement, des flux mutualisés, des multiproduits. Exactement. Nous, on s'est lavé des petites bouteilles de 20 centilitres jusqu'à des bouteilles de 1 litre 20, 1,5 litre parfois. Et on sait aussi, on va développer de plus en plus sur le lavage des bocaux.
Ouais, c'est très polyvalent. C'est un de nos enjeux que de savoir euh, intégrer, prendre le maximum de contenants différents pour accompagner la filière. Et donc oui, on a un outil industriel à un moment du marché assez charnière. Donc on a pris un pari qui était de se dire, euh, pour que le réemploi redevienne quelque chose dans le quotidien des Français, il faut qu'on sécurise et qu'on rassure les industriels pour qu'ils puissent s'équiper enfin, qu'ils passent à des emballages réemployables. Et ça passe par un outil industriel qui les rassure sur le niveau de qualité qu'on peut produire. Et donc, ça, c'est forcément un outil industriel euh, capacitaire et relativement cher. Je pense qu'on a eu raison de prendre ce pari parce que c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a beaucoup d'échanges avec beaucoup d'industriels qui sont en train de transitionner là et de passer des flux et des références en réemploi. Euh, Après, c'est un pari qui est aussi risqué parce que oui, une usine, ça coûte cher. Et aujourd'hui, on n'est pas au niveau de remplissage. Elle fonctionne pas à plein régime. On a une activité 2024 qui a été vraiment orientée sur le ramp-up et la montée en puissance. Elle fonctionne, elle performe comme on le souhaitait. Et c'est vraiment pour avoir vécu d'autres projets dans d'autres domaines. On parlait des insectes, des choses comme ça. Là, on est sur une technologie qui est bien maîtrisée. On a bien conçu les choses et l'usine fonctionne vraiment comme on l'attendait. Donc c'est cool. Après, on a besoin que le marché maintenant euh, avance et se développe pour pouvoir assurer la rentabilité de l'outil. C'est toujours la problématique effectivement de la balance, c'est de pas arriver trop en avance sur un. Alors je vais parler d'un marché, mais c'est pas tellement. Enfin si, c'est un Ouais. marché. Sur un marché où en fait c'est une question de timing. C'est souvent la plus difficile à apprécier. En termes, on a vu plein de produits qui étaient en avance sur leur temps, qui ont décliné parce que bah Trop tôt. trop tôt. Ouais, non, c'est le fameux time to market. Mm. Je, on, L'avenir dira si on était au bon moment. Je pense qu'on est quand même on n'est pas trop mal. C'est-à-dire si on était parti avec ces gros outils 2-3 ans plus tôt, ça aurait été peut-être un peu plus délicat. Mais là, en ce moment, il y a vraiment une bascule. En tout cas, on espère que l'année 2025 va vraiment être une année de passage à l'échelle du réemploi, en tout cas sur la façade ouest. Et, et auquel cas, il y aura vraiment une adéquation. Après, bout à bout, c'est pas juste une solution, c'est pas juste une usine de lavage. Euh, je le disais, le projet, il a démarré, on n'avait pas d'outils de lavage. On a une expertise, nous, pour accompagner les metteurs en marché et producteurs de denrées alimentaires vers la transition vers des emballages réutilisables. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on propose. On développe le réseau de collecte. On opère toutes les boucles de logistique, d'équipement de magasins. Enfin, on a un service où on apporte au magasin une solution clé en main pour que les consommateurs aient bien identifié dans les rayons les produits qui sont réemployables, une solution pour rapporter facilement leurs contenants. Enfin, il y a tout cet ensemble qu'on propose et qui fait aussi la force du projet. C'est-à-dire qu'on est un acteur, certes, qui de plus en plus s'oriente vers quelque part une dimension industrielle, opération logistique, industrielle autour du lavage et du tri. Mais on garde quelque part ce savoir-faire qu'on a acquis depuis 2016 de défrichage, de mise en place d'une filière et de lever tous les freins que pourraient avoir des industriels ou des magasins dans la mise en place de réemploi. Et c'est important de. Comme tu dis, est-ce que ça a été la vision originale de l'association à l'époque de faire un accompagnement? Je vais pas parler de l'outil industriel qui est Ouais. peut-être arrivé, imaginé, mais comment dire, imaginé mais pas attendu. C'est l'idée originale d'accompagner les acteurs à adopter ce changement. Euh, je, je,
de ma vision, mais je pense que Célie, si tu veux faire un autre podcast avec Célie, elle te répondrait mieux que moi là-dessus. Mais de la vision, c'était au départ de comprendre pourquoi on a abandonné le réemploi et la consigne des contenants en verre en France. Ouais. Ça, c'était le point de départ. Assez vite du constat, euh, et, et par le biais de rencontres, un petit noyau d'acteurs se sont greffés autour de Bout à Bout et de Célie, avec des producteurs et des magasins plutôt engagés. Au départ, le projet, il était dans une échelle assez locale et surtout avec des gens engagés et avec l'envie de faire bouger les lignes sur le sujet du réemploi à un moment où clairement c'était pas la tendance et c'était pas la mode du tout de parler du réemploi du verre. Ça a bien changé depuis, mais en tout cas voilà. Et donc l'ambition de départ, elle était sur une échelle très locale, avec des acteurs engagés. Il y avait toujours cette envie je pense, d'avoir un impact. C'est aussi ce qui motive, c'est là où on se retrouve avec Nicolas et Célie, c'est cet enjeu d'avoir quelque part un impact assez fort. Euh, mais pas forcément dans le début du projet, l'envie d'avoir une filière industrielle en dizaines ou en centaines de millions de contenants par an. Euh, c'est plutôt en avançant sur le chemin qu'on se rend compte que pour que le réemploi ait un maximum justement d'impact ou que ça réponde aux enjeux en tant que consommateur, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ce soit diversifié, qu'on ait le choix, mais il faut que ce soit placé en termes de prix, et il faut que ce soit pratique. Et en fait, pour répondre à ces enjeux-là, quelque part, le changement d'échelle nous permet de rendre ça accessible au plus grand nombre. Si on veut rendre le réemploi accessible au maximum de gens, il faut que ce soit compétitif. Et pour que ce soit compétitif, en fait, les tailles, les petites tailles ont une limite quelque part économique. Enfin, on a ce qu'on appelle des économies d'échelle. Ouais. Et donc, laver 1000 bouteilles par heure ou laver 10 000 bouteilles par heure ou 50 000 bouteilles par heure, en fait, on voit qu'on a une économie d'échelle qui se crée et qui, plus on va densifier, plus on va concentrer les choses, plus on va quelque part permettre à des producteurs, et on garde quelque part cette boussole euh, de l'écosystème impliqué, engagé aussi, mais pour pouvoir leur apporter des solutions les plus compétitives possibles, quelque part en ayant une grande échelle, on leur permet d'avoir des contenants euh, de, en parfait état à des conditions économiques performantes. Et c'est ça en fait qui nous a quelque part amené à ce changement d'échelle, cette étape industrielle, etc. Mais le driver, la vision, elle est inchangée. C'est de se dire, le réemploi est une solution de bon sens pour réduire notre impact et changer. Il y a un truc qui est assez fort aussi dans le réemploi, c'est que ça change le regard des gens sur leur consommation ou sur leur emballage. Et en fait, c'est de se dire, cette bouteille, c'est pas un déchet, ça a de la valeur, en fait, ça peut être réutilisé. Et donc, du coup, je vais le rapporter et ça remet un peu la valeur des choses au centre du circuit de consommation. Et ce qui est assez fou, et ça me fait penser à quelque chose qui nous est arrivé hier avec ma femme, c'est que, comme tous et toutes, j'espère, on fait le tri chez nous, notamment, alors à Rennes, notamment, c'est les cartons, beaucoup d'emballages dans la poubelle jaune maintenant. Je sais pas si c'est déjà comme ça partout. Je sais qu'il y a des différences un peu partout. Mais on s'est rendu compte, et c'est la réflexion qu'on s'est fait hier, c'est qu'en fait, en fait, on achète beaucoup de choses, oui, comme beaucoup de monde, mais beaucoup de choses avec des emballages, des cartons, et c'est impressionnant. Et on voit cette poubelle se remplir à des vitesses par rapport à la poubelle, ce que je vais appeler la poubelle noire, qui est le traditionnel, où en fait, avant on la jetait 2 fois par semaine, maintenant on la jette, si on la jette une fois dans le mois, c'est déjà beaucoup. Bon, quand même, si un peu, parce que il y a des questions d'odeur, mais ça c'est autre chose. Donc, et c'est là où on se dit, ok, alors il y a deux réflexions, et c'est là où je te rejoins, c'est de se dire,
ah mais en fait on jette beaucoup de choses, ça c'est un premier constat. Et le deuxième constat c'est dit ah on jette beaucoup de choses mais ça va être recyclé. Ou du moins on espère que ça va être recyclé. Et ça c'est bien aussi, même si je pense que initialement il faudrait réduire la partie emballage, mais ça c'est une autre question. Et donc c'est là où tu vois on perçoit la ressource, alors plus carton, emballage et ça, comme des choses, dire ah ouais c'est quand même pas mal de choses qui vont pouvoir être revalorisées. Et Bah, le principe de départ sur la gestion des emballages, c'est 1, réduire, 2, réemployer et 3, recycler. Le recyclage est une solution intéressante pour valoriser les matières. Il faut juste lui donner la bonne place. Et la bonne place, c'est à la fin de la chaîne. Et dans un premier temps, c'est de se poser la question du juste emballage. Et de comment on arrive à réduire, à optimiser l'emballage. Est-ce que des produits extrêmement portionnés, pour certains cas, c'est indispensable. Pour d'autres, je pense que des conditionnements en plus gros contenant sont pertinents. Tu vois, le pot de compote, 700 grammes, une cuillère et zou, quoi. Et d'un côté, et puis de l'autre côté, le réemploi est une solution qui est extrêmement vertueuse pour réduire la quantité de déchets. Et en plus, je trouve qu'on est, en tant que citoyen ou consommateur, il y a beaucoup d'injonctions responsabilisantes en disant c'est à toi d'acheter des vêtements éco-responsables, de pas te déplacer comme ci, de consommer comme ça. Et en fait, on se rend compte qu'on a une part on est responsabilisé, mais on ne sait pas toujours comment agir ou comment faire des choses assez simples. Le réemploi, je dis pas que c'est une solution miracle. Clairement, nous, on n'est pas dans une approche où on dit on va sauver le monde avec le réemploi. Ça, c'est une brique, c'est une petite, c'est un sujet qui apporte un certain nombre d'avantages, mais c'est pas la seule solution miracle. Il y a plein de choses à développer par ailleurs. Cependant, sur le sujet de rendre les gens actifs et moteurs, c'est un bon outil. Et puis l'autre sujet, c'est que il y a des effets bénéfiques additionnels. En proposant aux consommateurs d'avoir un emballage réutilisable, ça va faire en sorte de fidéliser, d'avoir aussi un rapport au produit et à la marque qui va être différent, d'avoir aussi une capacité pour les magasins à faire revenir les gens, et à créer quelque part une autre dynamique autour du produit et de sa consommation. Et nous, on l'a vu, on a fait des études sur certains points de vente. Le fait qu'un produit équivalent, le fait qu'il soit dans un emballage réutilisable ou pas, peut avoir un impact sur le comportement du consommateur, en disant à produit équivalent, c'est vrai que le réemploi est intéressant. En tout cas, ça me coûte pas cher. Et puis quand on pose la question dans des études conso dans la rue, où il y a eu l'Ipsos qui a fait des questionnaires, et, bref, il y en a eu pas mal, on voit que la consigne, le retour de la consigne est quelque chose qui est plutôt bien perçu par les gens, et pas perçu comme quelque chose d'ubuesque ou de... Après, il y a ce que les gens disent et puis il y a ce que les gens font, mais quand même, on est sur des bases qui sont relativement saines pour pouvoir développer la filière. Je vais en revenir un peu à l'histoire de Bout à Bout, où initialement c'est une association qui s'est transformée en entreprise, qui a mis en place un outil industriel en 7 ans, c'est ça à peu près? C'est cette année? Ouais, c'est ça, 2016, 2025. En 7 ans, ça fait une... je suis très bon en... On doit être à 9 ans. 8 ans, 9 ans, ouais. 2016. En 2026, on fêtera nos 10 ans. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, oui, 9 ans, effectivement. Ça fait beaucoup d'évolution dans la structure, dans l'approche, sûrement aussi dans l'esprit.
Même si toi, tu n'étais pas présent au statut initial, ton point de vue, bien sûr, comment ces évolutions se sont un peu ont impacté un peu alors je vais parler de l'entreprise, mais c'est association slash entreprise, dans l'approche alors aussi bien de la problématique, mais aussi dans la gestion un peu de l'entreprise, dans la prise de décision, des choses comme ça. Euh, le, le départ a beaucoup reposé sur les épaules de Célie. Enfin, Célie a fait un travail je dirais, d'évangélisation ou de défrichage du marché, de prise de contact avec beaucoup d'acteurs. Et l'enjeu, c'était vraiment de faire connaître et de faire prendre conscience du sujet du réemploi, et puis aussi de construire un savoir-faire technique sur ok, les bouteilles, est-ce qu'elles sont suffisamment solides pour qu'on les réemploie, c'est quoi le sujet, enfin les étiquettes, on a un sujet sur des étiquettes partent bien au lavage, etc. Et donc pendant toute une phase de démarrage, Célie a été très moteur et en front sur un certain nombre de sujets, ce qui a permis d'avancer. À- 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 Avec l'arrivée de Nicolas, l'a rejoint assez vite pour être trésorier de l'association, Nicolas Daprini. Et ensemble, ils se complétaient bien avec Nicolas, qui est plutôt donc lui, un profil ingénieur. C'est lié, a fait des études en sociologie, enfin, sur différents domaines, mais aussi dans l'environnement et l'impact. Enfin, c'est un de ses moteurs assez forts. Et du coup, ils se complétaient bien sur les rôles, avec autour d'eux une petite équipe qui se constituait sur des sujets de la logistique, des sujets de l'accompagnement des marques, etc. Et, euh, et je dirais que la force qu'ils ont toujours eue, c'était d'être bien entourés, euh, avec un écosystème extrêmement euh, bienveillant et qui a beaucoup aidé. Je pense à, par exemple, Yann Trichard et son incubateur Seed qui avait vu en fait cette initiative et puis qui s'est dit, bah, c'est super, comment je peux aider. Il y a eu aussi un énorme accompagnement de l'ADEME. L'ADEME a aidé bout à bout. Enfin, non, c'est pas. L'ADEME porte un certain nombre de missions et d'ambitions pour réduire l'empreinte carbone de la France et faire changer un peu et rendre une, notre économie plus résiliente et plus sobre. Et bout à bout répondait à des enjeux. Donc dans ce cadre-là, ils ont obtenu des financements de l'ADEME qui ont vraiment permis de tester des choses et de voir ce qui marchait pas. Donc beaucoup dans la phase préparatoire d'analyse du marché, etc. Et puis derrière, dans le prémisse de la phase industrielle, l'ADEME a été aussi très présent. En tout cas, sur ces différents moments, je pense que la force, ça a été, et de Nicolas et de Célie, c'était d'être bien entouré et de savoir aussi, je pense que c'est une de leurs forces, c'est de savoir s'entourer et d'être à l'écoute et de grandir avec les besoins du projet qui se sont fait sentir. Et moi, quand je suis arrivé, bon, pour la petite histoire, en fait, je suis nantais d'origine. Je suivais bout à bout depuis quelques temps parce que je trouvais que c'était super ce qu'ils faisaient. Et j'ai vu à l'été 2021 que l'association donnait naissance à une entreprise, mais un peu comme ça, sur une petite ligne dans un coin de site web. Et du coup, je leur ai envoyé une lettre de motivation. Assez simplement, bonjour, je trouve que c'est super ce que vous faites. Voilà mon profil, mon parcours. Et si je peux vous aider, j'en serais ravi. Enfin, n'hésitez pas. On s'est rencontrés fin d'été 2021. Donc, la création de l'entreprise, c'était en juillet. Ok. Juillet 2021. On s'est rencontrés mi-août avec Nicolas. Et puis ensuite avec Célie. Et assez vite, on a vraiment une complémentarité. On a vu en tout cas
euh, aussi quelque part un, un relationnel humain qui pouvait fonctionner plutôt bien. À cette époque-là aussi, il y avait une autre associée qui s'appelle Prune, qui était dans le projet, qui avait voilà, pour objectif pas forcément de rester très longtemps. Elle est depuis partie sur une autre aventure, mais en tout cas, cette rencontre s'est faite à ce moment-là. Et de fil en aiguille, ils m'ont laissé. Enfin, moi, du coup, je leur ai dit que j'étais intéressé pour les rejoindre. On a discuté un peu des modalités. Ils m'ont laissé une belle place. Du coup, moi, j'ai euh, posé ma démission et je me suis mis à 100% dans le projet pour les rejoindre. Et quand je regarde dans le rétroviseur, c'est vrai qu'il y a peu d'entreprises ou peu de projets qui auraient euh, quelque part laissé autant de place et autant de latitude à quelqu'un qui était nouveau et qu'on se connaissait encore peu. Bon, la suite de l'aventure nous a montré et nous continue de nous montrer que ça se passe bien et qu'on a, euh, et moi, eu raison de prendre le pari de rejoindre bout à bout. Et je pense, eux, sont pas forcément mécontents non plus de ma venue et de ce que je peux faire aujourd'hui. Et donc, ce que je voulais juste dire en conclusion, c'est que euh, moi, ce qui m'impressionne chez Célie et Nicolas, c'était leur capacité à, à savoir euh, quelque part euh, laisser la place pour le besoin du projet ou pour le besoin sans forcément être dans quelque chose de trop, euh, je dirais, bisounours ou laisser faire, mais c'était de se dire, on sait qu'on a besoin pour que le projet il prenne la bonne dimension, de renforcer l'équipe et d'avoir des profils plus industriels, plus sur la recherche de fonds, etc. Et en fait, en cela, on a trouvé une belle complémentarité. Et je pense qu'on continue à avoir cette approche assez humble de se dire, faut qu'on s'entoure des gens qui vont aider le projet, qui vont aider à ce changement d'échelle. Et tu mets en avant, pour moi, un de mes chevals de bataille à travers ce podcast, ceux qui écoutent régulièrement le savent, c'est l'importance de s'entourer. Alors, je vais dire de bien s'entourer, mais ça, on ne sait jamais. On espère toujours bien s'entourer, mais de s'entourer et d'accepter les échanges, la critique, et d'avoir cette humilité, d'accepter le retour de quelqu'un qui va peut-être, tu vas lui présenter une idée, il va dire non, mais ça c'est nul. Après, tu suis la vie, tu suis pas la vie, c'est une toute autre chose, mais euh, je trouve que c'est moi des projets que j'ai pu suivre ou voir de loin, de plus ou moins loin, c'est toujours un élément que j'ai trouvé assez capital sur le succès d'une entreprise en fait. Je dis pas qu'il n'y a pas d'entreprises qui, n'ayant jamais d'avis, n'ont pas pu réussir. Ça doit exister. Mais je trouve que dans l'accomplissement personnel, mais aussi professionnel, d'entrepreneur, c'est souvent un des points les plus marquants. Enfin, c'est souvent celui que moi, quand j'échange, c'est marquant. Mm. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'entourage, j'ai envie de dire, institutionnel. On a la chance en France, enfin, des structures comme BPI France, des incubateurs de start-up, les, les différents, les différentes instances autour des entreprises pour les aider à se développer, à croître, sont d'une grande richesse. Et aujourd'hui, je pense on a vraiment de la chance d'avoir cet écosystème. Alors, est-ce qu'il est parfait? Est-ce que ça pourrait être mieux comme ci ou quoi? C'est, oui, peut-être, mais en tout cas, on a déjà vraiment quelque chose qui tient la route et qui accompagne pas mal de projets et qui entoure et qui aide à prendre du recul ou à l'inverse à se focaliser sur les bons sujets. Et après, il y a plus l'aspect humain de entouré par qui, comment et à quel point on écoute les gens qui sont autour de nous. Euh, c'est Là-dessus, c'est
moi, depuis il y a quelques années, ça va faire 3 ans que je suis directeur général de Bout à Bout, je vois que le, le fait d'être dans des fonctions de dirigeant, euh, ça isole un peu aussi. Enfin, ça rend, même si on est 3 associés et qu'on partage un certain nombre de décisions, il y a quand même un certain nombre de choses où tu te retrouves seul, en fait, à devoir décider ou acter. Et en fait, s'entourer de gens, d'écouteurs qui vont savoir, parce qu'il y a forcément la famille, les proches, mais qui peuvent aussi avoir une certaine vision. Donc, il y a aussi l'écosystème. Enfin, c'est bien s'entourer, c'est aussi se mettre dans des dispositions où on a un cadre relativement sécurisant pour justement pouvoir prendre les bonnes décisions. Et justement, tu mentionnes la décision. Comment aujourd'hui, au sein de Bout à Bout, et je reviendrai parce que je suppose que c'est en 2 étapes, comment aujourd'hui, alors comment c'était, je veux dire plus pré-levée de fonds, parce que vous avez levé des fonds en 2023. Comment vous preniez vos décisions avant la levée et comment vous les prenez aujourd'hui? Parce que on en a discuté un peu avant l'enregistrement de ce podcast. La levée de fonds a amené d'autres instances. Voilà. Donc, comment ça se passe un peu? Alors, avant, les décisions étaient très drivées sur cet enjeu, ce sujet du financement et du projet industriel. Donc, on s'alignait assez naturellement autour des enjeux de euh, bah, trouver les leviers de financement, quel outil industriel, comment, etc. Et quelque part, c'était la proposition et le projet qu'on proposait aux différentes parties prenantes. Et à ce moment-là, les décisions, elles étaient au fil de l'eau, ensemble tous les trois, et assez rapide. Aujourd'hui, on garde quand même une autonomie, une latitude, hein, je veux pas dire, mais oui, avec l'arrivée de fonds d'investissement ou d'industriels à nos côtés, on a ce qu'on appelle un board, hein, et donc on a un certain nombre de décisions qui sont qu'on a décidé de prendre collégialement avec l'ensemble des associés. Euh, et ça, ça arrive. Enfin, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que c'est une force? Aujourd'hui, c'est plus une force parce que on a dans le conseil d'administration, enfin, dans le board, des visions et des profils qui sont assez différents, à la fois des industriels, des gens qui ont des backgrounds aussi sur des aspects logistiques, supply, ou des fonds d'investissement qui ont une vision un peu plus large aussi sur le fonctionnement d'entreprises, de start-up en développement, etc. Et qui, euh, quelque part, aident, nourrissent, euh, questionnent beaucoup le marché, la façon dont les choses se développent, ce qu'on peut développer. Euh, Aujourd'hui, on est, en tout cas moi je ressens pas ce board comme quelque chose de euh, euh, qui nous bride. Au contraire, c'est quelque chose c'est une instance qui nous aide à prendre les bonnes décisions. Forcément, ça rajoute des étapes où en fait il faut informer, donner à comprendre, à voir les enjeux, le marché, le contexte particulier, etc. Pour quelque part ensemble prendre la meilleure décision. Donc ça rajoute une étape quelque part de formalisation ou de transmission d'informations. Et en même temps, cette étape-là, elle nous aide aussi. Il y a un ancien, un de nos premiers actionnaires qui est l'ancien président de West Boisson, qui s'appelle Pascal Decré, que j'appelle de temps en temps et qui fait partie des gens qui peut donner des petits conseils. Et en fait, il me dit, quand tu mets par écrit, quand tu poses les choses noir sur blanc, ça aide déjà à les décanter et à orienter un petit peu des premiers éléments d'orientation qui seraient les bonnes. Donc, cette étape, elle rajoute un peu de délai, mais vu que maintenant les décisions, elles peuvent avoir des impacts un peu plus fortes, euh,
au contraire, elles aident, je pense, à renforcer cette prise de décision. Après, il y a toujours des décisions qui relèvent de notre périmètre, des choix d'entreprise, des choix managériaux, des choix commerciaux vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Et là, pour le coup, on a des périmètres qui sont définis et qui laissent la latitude. C'est aussi hyper important, en tout cas pour moi, de pouvoir laisser de la latitude aux équipes, à l'équipe qui nous entoure. On crée autour de Bout à Bout, aujourd'hui on est une petite trentaine de personnes. C'est important que la décision puisse aussi... si on centralise toutes les décisions auprès de une ou deux personnes, d'une part on perd du temps, mais aussi on démobilise. Et puis quelque part, qui est le plus pertinent pour prendre la décision de son sujet du quotidien? Alors, mis à part un échange pour s'assurer que tout est bien pris en compte ou quoi, mais à la fin, je pense que c'est important aussi, et c'est une force de pouvoir que les gens aient une latitude, puissent décider, mettre en œuvre des choses, et puis quelque part ça apporte de l'agilité, et puis de s'assurer de bien répondre aux attentes du marché. Et comme tu disais, j'ai cru comprendre ça, mais tu me dis, entre le board, ce que vous amenez au board, parce que vous pensez que c'est nécessaire, ou peut-être c'est écrit, est-ce que vous avez pas des périmètres, mais des typologies de décisions où vous dites, ah bah ça, il faut qu'on en réfère forcément au board, c'est une obligation parce que ça a été écrit dans la convention? Oui, il y a des choses, il y a des niveaux de décision dans le pacte d'associés qui sont relatifs à au périmètre du conseil mixte du board. Ouais. Oui. Et après, entre nous, c'est un peu en fonction du domaine de compétences et d'expertise de chacun. Je le disais, Nicolas Laprini, par exemple, il est plutôt... il a un profil ingénieur, il est directeur aujourd'hui de l'infrastructure, du système d'information. Et donc tout ce qui est référent au dimensionnement de l'infrastructure ou au choix de système d'information, c'est plutôt lui qui est en maîtrise parce qu'il connaît le sujet. Après, c'est hyper important qu'on puisse quand même en discuter et qu'on puisse valider ensemble que les choix qu'il prend sont OK et collent d'un point de vue budget, d'un point de vue priorité, etc. Mais voilà. Oui, voilà, il y a des répartitions aussi de décisions qui peuvent être liées au profil et au sujet, quoi. Ok. Et dernier sujet que je voulais évoquer avec toi, c'est un sujet que moi je commence à explorer dans le sujet de la prise de décision. C'est j'étudie et je parle avec beaucoup de gens de la prise de décision, mais il y a un sujet qu'on n'aborde pas ou peu, c'est l'application de la décision. Quand souvent, de ce que j'ai constaté, c'est que souvent les grandes décisions très impactantes sont souvent suivies, appliquées. Ça, je n'ai pas trop de doute. Mais souvent, il y a des décisions un peu plus annexes qui ne sont un peu laissées, pas appliquées, ou qui traînent par différentes raisons, motivations ou autres. Comment vous, aujourd'hui, vous suivez un peu l'application? Alors, vous, peut-être, vous avez des outils ou des manières de faire pour suivre une application de décision et même si je suis sûr que rien n'est parfait, vous assurer que le maximum de décisions que vous avez prises soit appliquées, soit par vous, soit par vos équipes. Deux éléments de réponse. Oui, non, rien n'est jamais parfait et on est dans un contexte un peu mouvant, donc des fois on aimerait que ça aille plus vite ou moins vite. Mais oui, autre élément de réponse, oui, on a un système, on a mis en place un process, on a été accompagné d'ailleurs là-dessus par Fly the Nest. On a mis en place une gestion de nos projets dans le cadre d'un master plan. Donc on a un plan sur plusieurs mois en disant nos grandes priorités sur les mois à venir, c'est ça, parce qu'on veut obtenir
tel ou tel résultat. Et du coup, on les a découpés en sous-tâches, en sous-chantiers. Et il y a des responsables, chantier par chantier, dans l'équipe, à tous les niveaux de l'entreprise, et charge à toute l'équipe projet de faire avancer les différents chantiers. Mais à chaque fois, il y a bien un porteur qui va s'engager. Et en ayant ce suivi-là, on s'assure quand même de dérouler, de mettre en place un certain nombre de choses. Ça veut pas dire que quand il y a des grosses évolutions de marché, il faut pas qu'on se réinvente et qu'on recrée qu'on repose un peu les choses. Mais globalement, on a mis en place ce système-là sur les petites, non, sur les chantiers, les sujets à faire avancer au fil du temps. Qui, c'est vrai, hein, tu le dis, il y a des sujets un peu les gros chantiers, on les a tous dans le viseur et on sait comment on les avance. Et puis il y a plein d'autres chantiers annexes qu'il faut pas pour autant perdre de vue, parce que on peut accumuler une dette. Donc au contraire, il faut pouvoir faire avancer le sujet le plus, voilà, de façon un peu homogène, puis de s'assurer que tous les niveaux de l'entreprise vont aussi progresser ensemble et avancer de façon fluide, et que la communication autour du changement se passe aussi de façon assez fluide. Donc voilà. Donc on a ça. Ça dépend des moments et des sujets. Il y a des moments où je trouve que c'est extrêmement fonctionnel et ça marche très bien. Il y a d'autres moments où c'est un peu plus poussif, quand on a beaucoup de sujets à côté, de faire avancer tous les projets annexes. Ça prend un peu plus de temps, on décale un peu des deadlines ou des choses comme ça. Il faut savoir être souple. Ouais, c'est ça. Faut savoir, faut garder un peu de souplesse, mais voilà. Ok, super. Dernière question. Si toi, tu devais, au vu de ton expérience, de toutes tes expériences, si tu devais donner un conseil sur la prise de décision, soit la prise de décision, soit l'application de la prise de la décision à l'audience, est-ce que tu en aurais un comme ça qui te vient à l'esprit de suite? En vrai, ça peut être de la fausse modestie, mais je pense pas. Enfin, c'est quelque chose en tout cas, moi, je me sentirais pas de dire, voilà, moi, je vous conseille de le faire comme ça. Une expérience ou ce que je pourrais dire, c'est à titre personnel, le fait d'avoir pris un jour la décision de quitter le monde des grandes boîtes, des grands groupes, et de me lancer dans, alors au départ, une aventure entrepreneuriale en tant que salarié et directeur directeur du développement d'une start-up, puis ensuite de prendre le pari de l'entrepreneuriat avec bout à bout. C'était un peu sur le papier, une décision un peu folle. Alors, je sais pas si il y a des décisions plus folles dans la vie, je pense. Mais chacun à sa mesure, hein. Mais en tout cas, c'était quelque chose un pari, et aujourd'hui, je le regrette pas du tout. C'est d'avoir passé le pas et d'avoir essayé, enfin, de sortir un peu beaucoup de ma zone de confort, et en fait, je vois, alors c'est beaucoup de challenges au quotidien, et c'est très exigeant, mais en même temps, c'est une vraie source de plaisir le matin, de se dire, il y a un driver, quel impact, on sait, enfin, à la fin de la journée, on contribue à essayer de remettre en place un dispositif de remploi, c'est cool, et c'est et ce petit grain de folie, ou en tout cas cette décision qui était peut-être pas complètement rationnelle, mais qui s'est fait aussi un peu sur une vision de marché, un sentiment de se dire, là, il y a un truc à faire, faut creuser. Aujourd'hui, je la regrette pas du tout. Et voilà ce que je peux partager aujourd'hui. Après, sur les conseils
comment prendre des bonnes décisions, etc. Je trouve que c'est trop grand trop vaste. C'est un vrai sujet. Après, tu en as partagé certaines quand même à travers l'expérience et le mode de fonctionnement que vous avez. Bien sûr, le conseil, quand je parle de conseil, c'est pas forcément suivre un conseil, c'est toi une expérience, mais comme tu nous partages, tu vois, moi, ce que je retiens quand tu me parles de ton expérience, c'est aussi oser. Et voilà, c'est ce que je retiens, moi, de oser, alors d'un point de vue personnel, de faire des choses, de se lancer dans des aventures. Super. Et ben écoute, je crois qu'on va s'arrêter sur ce très bon conseil parce que je pense que c'est un conseil très important, oser. Yann, merci beaucoup de ton temps, de nous avoir partagé un peu les coulisses de bout à bout. Puisqu'on est en ce début d'année 2025, meilleurs vœux à toi et à toute la boîte pour cette année 2025 et après, bien sûr. Merci, également. Et merci pour ce podcast et pour cette invitation. C'était très agréable. Et je te souhaite également une très belle année avec, je crois, des projets de voyage bientôt. C'est ça. Donc, plein de bonnes choses. Merci beaucoup, puis à très vite. À très vite. Waouh, un épisode bien riche, comme d'habitude. Tellement riche que je vous propose de faire un petit débrief pour retirer les quelques éléments que moi j'ai retenus et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, le petit débrief. Bon, déjà, il faut noter un point. C'est que Yann, en tant que directeur général de Bout à Bout, gère l'une des plus grosses, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est ce qui est dit, gère la plus grosse usine de réembouteillage, de réutilisation de bouteilles en verre de France. Et il faut comprendre l'humilité qu'il a pour venir sur ce podcast et échanger sur la prise de décision et développer comment lui prend ses décisions, comment ils prennent ses décisions et ses associés. C'est juste dingue. Première chose que moi je remarque, si on met à part ma petite aparté du début, c'est un peu cette balance conseil d'administration, pouvoir de décision des dirigeants, des salariés, qui n'est pas quelque chose de défini, oui, mais qui n'est pas quelque chose de fixé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des allers-retours, beaucoup d'échanges, je veux dire ça comme ça. Et il nous montre à travers son expérience comment il y a des réelles implications pour chaque décision, des certains niveaux où il faut aller chercher et l'importance de se faire conseiller. Et je trouve que cet échange que nous avons eu est particulièrement riche sur cet aspect-là. Sans compter, bien sûr, qu'il nous retrace un peu toute la vie de l'entreprise bout à bout et qu'il nous partage un peu les évolutions qu'ils ont connues, alors qu'il y avait avant lui puis avec lui, sur tous ces domaines de la prise de décision, mais également de la vie de l'entreprise. Et ça, moi, je trouve ça assez dingue. Voilà ce que je retiens. En tout cas, moi, de mon échange avec Yann, parmi bien sûr, comme toujours, tous les éléments qu'on a pu échanger. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du podcast. Et dernière petite chose avant de vous laisser partir. Je souhaitais savoir s'il vous était possible de me mettre 5 étoiles sur iTunes ou de liker le podcast. Voilà, ça aide toujours. Ça fait du bien. N'hésitez pas à le partager d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Ça peut être utile à tout le monde. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, ciao.